Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ici dans cet espace, ce nouveau psychanalyse pour tous. Bienvenue. Et Marie-Laure, bonsoir. Hakim, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Aurélie, bonsoir. Comment allez-vous, Célia? Et JN, bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Michel, Néléa, bonsoir. Et Paulette. Donc, Monique, bonsoir. Armand, Marisha, bonsoir. Smilchka, bonsoir. Hop, on va mettre un peu plus de lumière. Donc Isabelle, bonjour. Donc psychanalyse pour tous, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Juanita, Katia, Camille, bonsoir. Katia, bonsoir. Osni, bonsoir. Et Mélène, bonsoir. Zerbout, Kamal, Laetitia, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés, bonsoir Claire, Amélie, bonsoir, nous sommes proposés de parler ou de faire une approche, on va dire, Tiwin, bonsoir, Inès, bonsoir, une approche sur le sujet de la démence, c'est-à-dire, on va voir un petit peu ce que Reda, bonsoir, ce que la psychanalyse peut apporter pour penser le sujet de la démence. Adam, bonsoir. Donc, vous savez que ici, bonsoir René, Salma, bonsoir, que notre rôle ici, Cédric, est de diffuser la psychanalyse, diffuser la science de l'inconscient, de diffuser les connaissances du fonctionnement de notre appareil psychique en général, c'est-à-dire que de pouvoir nous penser un petit peu plus complexe que nous avons tendance, Carole, Najwa, bonsoir, c'est-à-dire depuis la découverte de l'inconscient freudien, notre complexité vient de la complexité de notre appareil psychique. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous sommes compliqués, c'est-à-dire que nous sommes complexes. Sarah, la scène, bonsoir, ça va bien, merci. Et donc, il nous convient à tous d'apprendre à nous connaître. Nadia, Martine, bonsoir, à nous connaître comme hommes, comme femmes, à nous connaître, c'est important pour apprendre à mieux vivre avec nous-mêmes. Si nous savons un petit peu mieux qui nous sommes en tant qu'être humain, ben, nous allons vivre un petit peu mieux en correspondance avec ce que nous sommes. Elisabeth, bonsoir. Donc, notre principale Geneviève, bonsoir. Bouboussard, bonsoir. Amélia, bonsoir. Petrili, bonsoir. Donc, notre la principale découverte de Freud, c'est qu'il nous dit que notre complexité vient du fait, bonsoir Gaëtan, vient du fait que nous sommes des êtres divisés, que nous sommes conscients et inconscients et que nous vivons constamment dans deux réalités différentes, dans une réalité psychique et dans une réalité matérielle. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus complexes que si on ne se fie qu'à l'apparence. Éléonore, bonsoir. Antonio, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc ici, quand on se propose un petit peu de parler de la démence, on va parler un petit peu on va faire référence un petit peu de quoi on parle quand on parle de la démence, parce qu'on peut penser que la démence, en général, elle est associée au troisième âge, la démence sénile, et c'est une maladie qui aujourd'hui, donne l'impression de proliférer à une vitesse impressionnante. Et donc, Aïcha, bonsoir. Dalal, bonsoir. Donc, il y a une grande prolifération de tout type de démence à partir du troisième âge. On va voir que quand on parle de démence, il y a aussi une démence qui n'est pas exclusive du troisième âge, donc qui peut commencer bien avant.
Et donc vous avez vu, ou vous pouvez voir, Daniela, bonsoir, vous pouvez voir que d'une certaine façon, les États, les sociétés dans lesquelles nous vivons, elles ont tendance à normaliser le fait que la démence, ben oui, on arrive au troisième âge, et donc c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus. Comme ça, du jour au lendemain, ça nous tombe dessus, et on commence à avoir certains symptômes. Asina, bonsoir. Non, donc ils le normalisent, on les met dans les films. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont faits pour montrer comment vivre avec une personne de notre famille qui va être touchée par ça, etc. Donc, et aussi en pensant que ça peut nous tomber dessus, bien sûr, que ce n'est pas simplement pour les autres, sinon que ça peut nous arriver aussi à nous. Donc on peut voir que d'un côté, je parle des films, c'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui prennent ce sujet à cœur, Bénice, bonsoir, qui prennent ce sujet à cœur pour faire une sorte de Céline, bonsoir, Dora, bonsoir, faire une sorte de documentaire, plus que de film d'ailleurs, Saïda, bonsoir. Et d'un autre côté, il y a aussi, bien sûr, tous les moyens de communication qui, d'un autre côté, vont nous montrer que c'est quelque chose qui est assez habituel et presque, donc, comme je disais, normal. Et que c'est quelque chose en plus qui n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que c'est une maladie, comme ils vont la penser, comme un syndrome, on va dire, dans lequel on observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement, de l'aptitude à réaliser certaines activités quotidiennes. Non? Et donc il nous montre que voilà, c'est comme ça. Voilà comment nous allons vieillir si nous ne faisons pas quelque chose pour essayer de contrecarrer cette vieillesse. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a actuellement 50 millions de personnes atteintes de démence, donc ça veut dire les gens qui sont inscrits quelque part, et dans le monde qui sont atteints de démence, et qu'en plus il y a une prévision de 10 millions de plus chaque année. Donc apparemment, ils ne savent pas très bien quoi faire face à cette démence. Alors quand on parle de cette démence sénile, on parle d'une démence qui apparemment pourrait apparaître à partir de 65 ans. Hein. Et mais on va voir que ce n'est pas quelque chose de fixe. Et donc elle se caractérise, cette démence, par une perte importante des capacités psychiques du sujet. C'est un ensemble de symptômes, donc comme on disait, une perte de mémoire, des problèmes de langage, une confusion mentale, une détérioration intellectuelle, des hallucinations, des délires dans certains cas extrêmes, qui touchent donc bien évidemment le sujet dans toutes ses activités quotidiennes et que dans toutes ses relations sociales, avec la famille comme avec les gens qui vont commencer à s'occuper d'eux, puisque ce sont des personnes qui ne vont plus pouvoir faire face à leurs besoins primaires, sinon qu'ils vont se retrouver dans une dépendance qui va nous rappeler un petit peu cette dépendance totale du bébé. C'est comme si on avait l'impression qu'il y avait un retour à l'enfance, comme si on disait je veux recommencer un tour, donc je repars à l'enfance. Donc, et on voit que toutes les relations donc du sujet, bien évidemment, vont être touchées. Donc la médecine, la psychologie en général, bonsoir Sylvie, Yasmina bonsoir, la psychiatrie même, donc n'ont pas les instruments, on va dire, pour pouvoir penser et cette pathologie sans un traitement, sans les théories donc de Freud qui ont commencé en 1900, sinon qu'ils utilisent toujours des théories antérieures à la découverte de Freud, de cet inconscient, de ce désir inconscient qui est la machine de notre appareil, le moteur de notre appareil psychique. Et c'est-à-dire que ces pensées d'avant la psychanalyse pensent que la démence sénile, c'est un produit du vieillissement normal, du cerveau, de ses fonctions, comme si
comme si là, c'est la neuropsychiatrie qui s'en occupe, je ne sais pas, Jamal. Mais c'est fort probable. Mais ce que je dis, c'est qu'il le pense, non? Il le pense comme quelque chose, donc comme on disait, quelque chose de normal, c'est-à-dire il y a une détérioration du cerveau, de ses fonctions, et comme si cette démence n'était en relation qu'avec le corps. Oui, Céline, on peut éviter la démence si on suit une psychanalyse. D'accord? C'est ce qu'on va voir un petit peu ici. Donc, c'est-à-dire que c'est pensé comme quoi la vieillesse est obligatoirement une détérioration du sujet. Il y a obligatoirement, donc la vieillesse dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, pense que la vieillesse, c'est obligatoirement une détérioration et une chute, on va dire, généralisée du psychisme et de l'intellectuel. Donc, et c'est-à-dire que pour ces manières de penser, ces manières de penser euh, de Gada, bonsoir, donc ces manières de penser la démence, et donc ils pensent l'être humain dans un temps chronologique, et ils le pensent donc avec cette raison de cette détérioration neuronale, donc, qui va provoquer, donc à partir des neurones, qui va provoquer donc les pertes de mémoire, le manque de nutrition du sang. Bonsoir, Olivier, peut-elle être héréditaire? Donc on va voir que non, bien évidemment que la démence n'est pas héréditaire. Gaëtan, et s'il vous plaît, y a-t-il une différence entre démence et la bouffée délirante polymorphe? Je ne sais pas ce que c'est que la bouffée délirante polymorphe, Gaëtan, désolé. Donc on va voir qu'il y a tout un contexte social dans lequel nous vivons, c'est-à-dire dans lequel nous sommes directement touchés, puisque nous faisons partie de ces manières de penser, que si nous ne faisons pas nous-mêmes un travail pour éviter de penser comme eux, parce qu'en fait il faut faire un travail pour ne pas penser comme on nous pense dans les sociétés, puisque on nous pense pour que nous prenions des médicaments, donc à partir d'un certain âge, nous commencions à remplir des armoires de médicaments, et on va voir que c'est qu'ils ne peuvent pas nous penser d'une manière différente. Et en plus, il faut savoir que économiquement, ils ne sont pas non plus très intéressés à nous faire vieillir jusqu'à 100, 120 ans. Hein. Oh, il y en a de plus en plus, comme vous pouvez le voir. Donc la médecine, elle a tendance à prendre deux positions, où elle va d'une certaine manière rendre responsable le sujet de ses souffrances en le responsabilisant, le culpabilisant, non? Et bonsoir, est-ce que les maladies mentales sont héréditaires? Non, non, elles ne sont pas héréditaires. Il y a un héritage que nous allons avoir et dont nous allons avoir, mais qui est un héritage par le langage. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose, on va voir par quelque chose de bonsoir Sonia, mais ce n'est pas parce que mes parents ont souffert telle ou telle maladie que moi je vais l'attraper. Après, il y a un autre type d'héritage, donc comme je disais, qui vient du langage et qui vient de la situation du sujet en relation avec ses parents. Non, parce que si ce sont des sujets qui sont encore sous le désir des parents, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui va se transmettre à ce niveau-là. Démence et dépression apparaissent parallèlement, pas obligatoirement. Bonsoir, mais un petit peu rôle, perception chronologique dans l'apprentissage hybride autonome. Donc je disais que la position de la médecine, c'est d'un côté de rendre responsable le sujet, ou d'un autre côté, donc en général quand on le rend responsable ou qu'on le pense comme quoi il est, est-ce que la maladie d'Alzheimer plonge le sujet dans une forme de démence? Oui. Donc Nina, bonsoir. Donc Anas, bonsoir. Et donc on va voir que il y a quand la médecine le pense comme quoi lui il a une certaine responsabilité dans ce qui lui arrive, ils ont une attitude un petit peu plus dure, on va dire, avec le sujet, et d'un autre côté, sinon, ils vont le penser comme quoi il est une victime de ce qui lui tombe dessus, qu'il est complètement irresponsable, et donc là, on va en prendre soin de lui, mais d'une façon extrême. Et donc on va tellement en prendre soin qu'on va plus lui permettre de rien faire, qu'on va tout vouloir faire pour lui,
et qu'on va d'une certaine façon empirer les symptômes qu'il a déjà. Donc, que dans tous les cas, ce qui ne va pas favoriser le suivi d'une maladie ou une amélioration possible de la maladie, c'est de les isoler. Donc, on va voir que ce qui convient, comme toujours aux êtres humains, quel que soit leur âge, c'est d'être la démence et la schizophrénie. Peut-être il faudrait faire une étude, Dora. Donc, mais est-ce un mécanisme de défense pour oublier? C'est ce qu'on va voir un petit peu, Jamal, non? Donc, je disais que la tendance, Annie, bonsoir, la tendance que certaines institutions ont, c'est d'isoler donc ces malades et de les laisser seuls et qu'ils ne parlent plus avec personne puisqu'on a l'impression que ils nous écoutent plus, ils nous entendent plus, ils répondent à côté de la plaque, donc on ne leur parle plus et on ne les écoute plus. Est-ce que la psychanalyse s'intéresse qu'à côté des troubles psychiques, c'est le sujet atteint de démence? Donc on va voir, Hakim, on va voir. Donc, et donc bien sûr, l'isolement, le manque de contact avec les autres, bien évidemment, ça ne va pas aider à... sinon c'est comme si on les mettait déjà à la poubelle, quoi. Non, on les mettait déjà à la poubelle, ils servent plus à rien. Et le poète Miguel Oscar Menaza, donc le directeur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero ici à Madrid, nous dit que pour arriver à être vieux, il faut certaines choses qui sont indispensables. Donc, il va nous dire qu'il faut de l'argent et il faut beaucoup d'amour. Et il faut continuer à travailler parce qu'un vieux a besoin d'être désiré pour ne pas mourir. Non? Donc, on va voir, nous, comme la psychanalyse toujours, la psychanalyse est avant tout un élément qui est pour la prévention. Donc après, de temps en temps, on a tendance à arriver au dernier moment et on fait toc 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 et de la créativité. Exactement, Céline. On fait toc 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 au dernier moment quand on n'en peut plus et on va trouver le psychanalyste, mais que dans tous les cas, il convient de commencer à se psychanalyser dès maintenant. Donc, parce que la psychanalyse, elle ne prend pas le psychique et le physique de façon séparée. C'est donc que c'est quelque chose qui va être considéré en un seul sujet. Un seul sujet. Hein. Et un seul sujet et la psychanalyse, ce qu'elle nous montre, c'est que le sujet, c'est quelque chose à construire. C'est quelque chose que on ne peut pas abandonner un être humain. On ne peut pas arrêter de se brosser les dents, sinon il arrive des caribins. Pour le psychisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que au niveau mental, si on arrête de travailler, de faire un travail au niveau mental, obligatoirement, il va y avoir des conséquences. Donc le sujet est constamment en construction. Et non seulement donc il est constamment en construction, sinon que c'est un sujet qui est impliqué dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. Il est impliqué. Sa vie ne lui tombe pas dessus, ni la démence ne lui tombe dessus, sinon qu'il a une implication dans ce qui lui arrive. Alors ce n'est pas qu'il est coupable de ce qui lui arrive, sinon qu'il est impliqué. On va bien faire la différence. Il est impliqué dans ce qui lui arrive. Même si que d'une façon consciente, on n'a rien vu venir, parce que bien évidemment, on n'a rien vu venir et que on a l'impression que ça nous tombe dessus et que nous sommes des victimes. Non, nous sommes impliqués. Donc, et une autre chose qu'on va voir, oui, du coup, le vieillissement est la poursuite de cette construction. Ah non, le vieillissement, en fait, le vieillissement, on va dire que c'est quelque chose, je dirais que... Qu'est-ce que ça veut dire, vieillissement? On devrait faire la différence entre le vieillissement, c'est-à-dire s'abandonner, non, ou continuer à travailler pour cet être humain qui m'a accompagné toute cette vie et que j'ai dû travailler pour cet être humain et de continuer à 65 ans, à 70 ans, à 80 ans, de continuer à travailler pour ce sujet jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire continuer
à m'occuper de moi, mais de m'occuper de moi dans le sens où de continuer à l'alimenter pour être un être désirant. Comme on voyait la fois dernière quand on a vu cette vidéo sur le désir, dans le sens où ce qui va nous intéresser, c'est que nous continuions à être des pourquoi? Pour que les autres s'intéressent à nous. Si plus personne ne s'intéresse à moi, ben, difficilement je vais pouvoir avoir une vie intéressante. Et donc, et une chose aussi, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il y a une chose aussi que vous avez très certainement remarqué, où on va voir que les maladies psychiques ou les maladies mentales, comme on les appelle, eh ben, elles sont beaucoup plus mal vues qu'une maladie organique. Une maladie organique, c'est mieux vu, c'est comme s'il y avait un pronostic un petit peu différent. Et donc, on va voir que toutes nos relations sociales vont rentrer en jeu. Mais quand on parle de relations sociales, on ne parle pas de n'importe quel type de relations sociales. Et on va voir ça. La démence est-elle à entendre comme une construction symptomatique du sujet? Oui, c'est une construction, oui, Elisabeth. Par exemple, on va essayer de voir un exemple. De voir un exemple. Par exemple, une personne qui commence, on va dire, comme la société a l'habitude de cataloguer 65 ans, 70 ans, donc qui commence à rentrer en âge, et qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tout le monde, il y en a même qui le font bien avant, ils vont jeter un coup d'œil sur la vie qu'ils ont fait, la vie qu'ils ont vécue. Et quand on arrive à un certain âge, on a tendance à penser que les dés sont jetés, qu'il n'y a plus rien à faire. Ça y est, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu, je ne peux plus rien transformer. Donc voilà, les dés sont jetés, et que je ne vais pouvoir vivre que des conséquences du vécu. Enfin, ce qu'on a tendance à penser, non? Pourquoi les présidents traitent les peuples comme des moutons? Ce n'est pas la politique, ou c'est une analyse préalable de la psychologie des citoyens. La politique est en grande partie, mais comme justement nous vivons dans des États, dans des sociétés qui ne s'occupent pas de nous, qui veulent simplement nous utiliser comme consommateurs, comme esclaves, on va dire que nous devons faire un travail pour essayer d'échapper un petit peu à cette surdétermination qu'ils ont déjà fabriquée pour nous. C'est-à-dire qu'il c'est déjà notre démence est déjà pensée. Vous avez vu, il y a déjà 10 millions de nouvelles démences qui sont pensées pour chaque année. Donc, si nous ne faisons pas un travail, nous pouvons tomber et faire partie de ces 10 millions. Donc, je disais que quand on arrive à un certain âge, on a tendance à penser que les dés sont jetés, que maintenant, ce que je veux voir, c'est simplement les conséquences de ce que j'ai vécu pendant ma vie. Et donc, on regarde sa vie et on se dit, quand on regarde sa vie, très souvent, ce qui arrive, c'est que d'une façon inconsciente, parce qu'une chose, c'est ce que le sujet va dire consciemment de ce qu'il pense, et une autre chose, c'est ce que réellement, on va dire, réellement ce qui est en jeu. Réellement, c'est en jeu, c'est-à-dire qu'il va comparer la vie qu'il a faite avec la vie qu'il imaginait faire. Vous voyez la différence? D'accord? Et donc, obligatoirement, il va y avoir une petite différence entre ce qu'il imaginait et ce qu'il a fait. Et donc là, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déception. Très souvent, parce que c'est un mauvais jugement, parce qu'on regarde mal et qu'on a un certain mépris pour la propre vie que nous avons faite. Non? Et nous avons un certain mépris, mais on va voir que ce mépris, ce n'est pas parce que la vie qu'on a faite, elle était mauvaise, ou qu'elle était mal, ou qu'on aurait dû mieux faire, sinon parce que c'est différent avec ce que j'imaginais. Simplement ça. Simplement cette différence, c'est ce que je vais avoir des difficultés à tolérer. Et donc, pour éviter de me rendre compte de cette différence, je vais commencer à perdre la mémoire. Je vais abandonner, on va dire. Donc, c'est pour cela qu'il faut commencer une thérapie, pas seulement pour cela, mais pour tout le reste, mais pas seulement pour cela. Et donc, je vais avoir tendance à oublier, à m'abandonner. Je commence à perdre la mémoire, et
Et si je vais chez le psychanalyste, il pourra peut-être m'interpréter que je préfère ne plus rien savoir de ma vie actuelle que d'accepter cette différence. Accepter que la vie que j'ai faite n'a rien à voir avec ce que j'ai imaginé. Alors pour certaines personnes qui ont de la chance, ils vont dire non, c'était bien mieux que ce que j'imaginais. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y a une différence avec ce qu'on imaginait. Donc, on va voir que le véritable problème dans la vie de tous, c'est d'accepter que nous ne sommes pas les maîtres chez nous, comme disait Freud, et dans notre propre psychisme, et que c'est l'inconscient qui est le centre de notre vie animique. Et donc, et que la surdétermination de cette situation, parce que comme il y a un appareil, cet appareil, il faut s'en occuper. Comment doit-on se comporter devant un patient partitionnaire avec une démence et des hallucinations visuelles et auditives? On doit le considérer comme une personne normale, le plus normalement possible. On va voir, non? Donc, alors, c'est-à-dire que le travail psychanalytique, le commencer aujourd'hui et dès aujourd'hui, va avoir des répercussions et des bénéfices. Donc, mais c'est vrai que nous allons continuer à modifier notre âge et le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Exactement. Donc, nous allons modifier heureusement notre âge et que nous allons bien évidemment ou vieillir ou grandir. Donc, moi, je préfère penser qu'il y a les personnes qui travaillent, qui continuent à travailler sur leur psychisme, plus que vieillir, ils vont grandir. Et c'est une grande différence que celui qui vieillit, c'est-à-dire qu'il va se laisser porter par ce qui est prévu pour lui. C'est-à-dire que parce que jusqu'à la fin, et ça c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, que je crois qu'on a déjà vu, c'est que le désir ne meurt pas, le désir inconscient ne mourra qu'avec moi. C'est-à-dire que je vais continuer à désirer jusqu'à la fin de ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire que je vais continuer à désirer? Ça veut dire que je dois prendre en considération que j'ai un désir inconscient et que de le nier, de faire comme si je n'étais pas ça, de la même façon qu'il y a des personnes qui nient le fait que ce sont des êtres sexués. À chaque fois qu'on va nier quelque chose de notre humanité, il y a des conséquences. C'est-à-dire que, Daniel, bonsoir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir, on va dire, le courage, avoir la carrure, je dirais, de prendre en compte et de prendre en considération tout cet être humain que nous sommes. Que quand on parlait au départ de cette complexité de l'être humain, on ne peut pas abandonner une partie. Enfin, ça nous convient pas. Ça nous convient pas. Donc, d'un côté, nous allons grandir, donc nous allons avoir de nouvelles petites rides qui vont apparaître. Nous allons transformer, nous n'avons plus à avoir la même agilité qu'avant. Et qu'effectivement, il y a des choses que nous allons devoir renoncer, auxquelles nous allons devoir renoncer, mais nous allons à la place découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que on va plus pouvoir courir à 100 mètres, encore qu'il y en a qui continuent à faire de l'exercice et qui y arrivent. Mais disons que c'est pas ça l'objectif. Faire un travail psychanalytique, oui, mais lorsque les autres ne font pas, cela nous isole. Non, 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 ça il faut apprendre à vivre. Laurence, nous allons apprendre à vivre avec les gens qui nous entourent, quels qu'ils soient, avec des gens plus ou moins névrosés, avec des gens moins névrosés. Parce qu'en fait, le travail psychanalytique, c'est apprendre à vivre dans le monde qu'il y a, dans le monde qui existe. Non, sinon, nous sommes névrosés, on va dire, changez d'abord les autres, vous devez changer, et puis après, moi, je serai contente. Non, ce n'est pas, on ne va pas demander aux autres de changer, on va nous faire un travail sur nous pour accepter le monde dans lequel nous vivons, pour accepter cet être humain que nous sommes. Donc, quand je parlais de cette avancée en âge, ce qu'il va falloir aussi, c'est apprendre la modération. Apprendre la modération, c'est-à-dire que vouloir continuer à faire les mêmes choses comme si on avait encore 40 ans, par exemple, quand on en a 70, ça bloque et ça a des répercussions aussi. Donc, il va falloir, vous voyez, toujours une transformation.
l'être humain va continuer à se transformer, pas seulement physiquement, parce qu'il va avoir des rides ou que la peau elle va tomber, etc. Sinon, parce qu'il va y avoir une transformation, et c'est ce qui nous convient, c'est-à-dire que nous devrions continuer à travailler pour devenir des sages, pour devenir arriver à 100 ans et devenir des gens intéressants à qui on va pouvoir consulter parce qu'ils auront des choses à donner aux autres. Névroses. J'ai l'impression qu'il y a de nombreux psychotiques et pervers dans notre société. Donc faisons un travail pour ne pas faire partie de ces catégories. D'accord? C'est ça qu'il faut se dire. Parce que, hein, bien sûr que nous savons bien que le monde n'est pas parfait et qu'il y a plein de choses qui clochent. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Pour ne pas clocher. Ou clocher le moins possible. Ça va être... Donc, d'un côté, il va y avoir la ride, mais de l'autre côté, il va y avoir le désir. Et le désir ne vieillit pas. Le désir, il va nous accompagner, j'insiste et je dis qu'il y a des vieux qui continuent parce que la vieillesse a besoin d'illusions. Nous devons nous projeter dans l'avenir, comme si nous allions vivre 100 ans, 120 ans. Pour avoir un avenir, je dois le penser, cet avenir, pour pouvoir le vivre. Je dois penser, et alors, qu'est-ce que je vais faire quand je vais prendre ma retraite? Qu'est-ce que je vais organiser une fois que je vivrai comme un ou une retraitée? Alors, pour ne pas tomber, parce qu'il faut que je continue, pas en activité, en travail, hein, ça me rendra moins démente. Donc, en continuer à travailler, ça va être une des choses des principales. Et le travail, c'est produire quelque chose pour les autres. Produire quelque chose pour les autres. D'accord? Ça va être, c'est ça, travailler. Après, qu'il y ait rémunération économique ou pas, c'est autre chose. Donc, et on va voir que vouloir paraître plus jeune que ce qu'on est, c'est un symptôme de vieillesse. Vouloir effacer les rides, vouloir tous les traitements là, qu'il y a, c'est ne pas vouloir montrer qu'on arrive à la vieillesse, ou qu'on arrive, ou qu'on a autant d'années, et donc on essaye de les effacer. Ça, c'est un symptôme de vieillesse. C'est-à-dire que l'âme, le regard ne vieillissent pas. L'âme, non, ce qui est proprement humain, quand on dit l'âme, le désir, ne vieillit pas. Donc, c'est-à-dire que nous allons en psychanalyse éloigner l'idée que la démence est provoquée par quelque chose de biologique, par quelque chose d'anatomique, ou que c'est dû, que ces pertes de mémoire à partir d'un certain âge sont normales. Non, un symptôme de maintien dans le champ infantile, non. Bah toujours, non, on va dire un symptôme de maintien dans le champ infantile. Ben, disons que le symptôme, non, dénonce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui reste infantile. C'est ce que va dénoncer le symptôme. Donc c'est un travail qui n'a pas été fait, on va dire, parce que l'enfance, elle doit rester dans l'enfance. Le passé, c'est le passé, on n'a pu y revenir. Pourquoi? Parce que si on s'occupe trop du passé, comme là justement il y a une phrase qui dit « Si un homme n'est capable de sourire que quand il se souvient, c'est un homme mort. » D'accord? C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est la vie actuelle, c'est le présent, et c'est pouvoir projeter l'avenir. Je parlais de la peur de vieillir ou de la ride. C'est une relation avec le futur aussi, Caroline. Hein? C'est une relation avec la mort. Mais regardez, vous vous rappelez Jacques Brel qui disait, qui chantait « Mourir, cela n'est rien, mais vieillir ». Ben, il n'a même pas pu vieillir, lui. Non, il en avait tellement peur. Mais pourquoi? Parce que c'était collé à la mort. Parce que la mort, nous ne savons pas ce que c'est. Et la vieillesse, ou ce qu'on voit aujourd'hui qui représente la vieillesse, ben, en fait, c'est la mort pour beaucoup. C'est considéré comme la mort dans le sens où il n'y a pas d'autre représentation. Mais la mort, on va voir, la mort, ça n'arrive qu'une seule fois dans notre vie. Et ce sera toujours dans le futur. Alors nous ne devons pas nous en occuper aujourd'hui. Nous devons vivre, non, en sachant que nous allons mourir. Et si le corps ne reflète pas notre esprit, on ne peut pas faire abstraction des normes communes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne reflète pas notre esprit? Le corps, il ne reflète pas notre esprit, c'est pas qu'il reflète notre esprit, c'est-à-dire qu'il est produit aussi par notre appareil psychique. C'est
par notre esprit, c'est qu'il est produit par notre appareil psychique. Donc si nous avons, comme on avait vu, une libido qui a cette capacité de substitution, parce qu'en fait, grandir, c'est continuer à se transformer. On va dire, Maya, l'âme vieillit quand on se laisse prendre par ces modèles idéologiques de l'État qui nous pensent comme quoi nous allons tous tomber 10 millions, je vous répète, 10 millions par an. Donc nous allons tomber dans la démence et ce sera quelque chose de tout à fait normal. Hein. Donc, on va voir, je voulais voir... Donc, et je veux dire, parce qu'il n'est pas plus difficile de grandir quand on a 60 ans, 70 ans, 80 ans, sinon que ce qui est plus difficile, c'est que c'est principalement parce qu'on ne veut pas y penser, parce que c'est trop proche de la mort. Donc on ne veut plus y penser, et en plus parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons, on considère que, non, vous voyez, les sociétés dans lesquelles nous vivons s'occupent simplement de nous quand on est dans l'âge productif, dans l'âge où nous allons continuer à payer nos impôts. Une fois qu'on arrête de payer les impôts, les enfants qui ne sont pas très productifs, on s'en occupe pas beaucoup, et après, les vieux, on s'en occupe pas non plus, puisque en fait ce qu'ils font principalement c'est coûter de l'argent à l'État, d'un côté comme de l'autre, donc on va principalement s'occuper de ces gens qui payent les impôts, dont nous avons besoin, ces gens qui sont là, qui travaillent pour enrichir ceux qui sont au pouvoir. Non, pour enrichir. Donc, parce qu'il y a donc dans ces sociétés cet individualisme, comme vous avez pu voir, cet individualisme qui est très diffusé, qui nous dit constamment qu'il faut avoir peur de notre voisin, parce que notre voisin, attention, nous ne savons pas exactement qui c'est, donc ça peut être, et nous pouvons, si nous voulons, imaginer le pire. Donc nous vivons dans une idéologie de la cruauté. C'est une idéologie qui est très cruelle. L'individualisme, c'est très cruel. Et donc, obligatoirement, nous pouvons facilement nous laisser emmener par cette cruauté, et même pour certains qui considèrent que dans leur vie, ils n'ont pas fait que des bonnes choses, qui regardent de temps en temps et qui se lamentent de ne pas toujours avoir eu un 10 sur 10 dans leur action, ou qui n'ont pas toujours été gentils, ou qui ont été dégueulasses par moments, et ben du coup, ils vont considérer que c'est pratiquement normal de tomber dans la maladie comme une sorte de culpabilité, non, de punition. La difficulté lorsque l'on vieillit, c'est le rapport à la perte. Perte des proches, perte de certaines facultés physiques et intellectuelles. C'est pour ça qu'il faut gagner autre chose pour pas s'occuper. Parce que perte, on en a tout au long de notre vie. L'enfant, il va devoir perdre sa maman. L'enfant, il va devoir perdre le sein. Après, il va devoir manger avec la fourchette. Donc, vous voyez, donc il faut pas s'occuper des pertes, sinon qu'il faut s'occuper des nouvelles choses que nous allons pouvoir faire et des nouvelles choses que nous allons devoir créer. Hein? Faire peur pour soumettre, non, faire peur pour soumettre, parce que donc cette société, elle nous pousse à une mort rapide. Vous avez vu qu'il y a des gens qui meurent actuellement très très jeunes, et à la tristesse et à la solitude, non, et donc ça c'est quelque chose qui nous pousse directement. Donc la tristesse et la solitude, c'est aussi des choses qui vont nous pousser directement à l'abandon de nous-mêmes. Hein? Et on va voir que le poète, pour revenir, parce qu'il a beaucoup écrit, Miguel Oscar Menaza, il a beaucoup écrit justement sur la vieillesse. Pourquoi? Pour penser la vieillesse, qui jusqu'ici, avant lui, n'était pas vraiment pensée, ou elle était pensée par les modèles idéologiques de l'État, tandis que lui, il nous montre une autre possibilité. Il faut être créateur en permanence. Exactement, c'est ce qu'il vient nous dire aussi. Il dit que les vieux meurent, non seulement parce qu'ils cessent de désirer, mais aussi parce qu'on cesse de les désirer. Et il vient nous dire que la détérioration, ce ne sont pas une détérioration des cellules nerveuses, c'est une détérioration des relations, de nos relations sociales. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain âge, et au plus on avance en âge, plus on élimine les gens qui sont autour de nous, parce qu'ils nous gênent, parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils sont ceux-là, et donc on finit, on se retrouve tout seul.
Et donc ça, il y a un vieillissement prématuré par la solitude, par ne plus vouloir, par ne pas réussir à accepter que l'autre, bah oui, l'autre il est comme il est. Vivre sans renoncer, c'est courageux. Vivre sans renoncer, on doit renoncer, Michel. Geneviève, il me semble que c'est une erreur de considérer les retraités comme des improductifs. Peut-être, Geneviève, mais je dis, vous parlez de qui? Parce qu'ils vont continuer à faire des voyages, donc ils vont donner des sous dans des agences de voyage, dans des... Mais, je veux dire qu'ils ne sont pas considérés alors qu'ils pourraient l'être, alors qu'il y a des professionnels qui finissent leur carrière professionnelle avec des connaissances, avec un savoir-faire énorme, qui pourraient avoir des apports géniaux dans les entreprises. Bon, de temps en temps, j'ai entendu parler qu'aujourd'hui, ça commence à être considéré et qu'il y a des gens qui, s'ils le veulent, peuvent continuer à travailler. L'individualisme et la solitude tuent. Ok, Maya est d'accord. Donc, nous pouvons choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, et vous encore plus, la possibilité de choisir. Ou je vais prendre mon petit médicament tous les jours pour la mémoire, je vais aller chez le médecin, je vais faire du sport, je vais manger sain, et je vais maintenir des relations sociales avec des amis. Mais si je ne m'occupe pas de mon désir, si le désir, il tient pas le coup. Le désir, il s'en va là où il faut pas. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que les institutions, parce que les modèles idéologiques de l'État, disons, nous poussent à abandonner nos activités. Pardon, peut-être hors du sujet. Rêver souvent de la mort de son père très âgé est en rapport avec son propre désir. Avec votre propre désir, Myriam, oui, avec votre propre désir. Mais pas avec un... Oui, mais bon, il faut toujours analyser les rêves, d'accord? C'est-à-dire que les rêves doivent toujours passer par le divan d'un psychanalyste pour pouvoir associer, et donc à partir de là, non, voir réellement de quoi il s'agit dans tout discours du patient. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut jamais simplifier en disant « il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Non, c'est toujours dans un contexte. À qui il l'a dit, comment il parlait, à quoi il l'a associé, c'est-à-dire que ça va être très important. Donc, on voit que les institutions, est-ce que dans la théorie psychanalytique, ont utilisé le DSM? Non. Donc, on va voir que les institutions abandonnent puisqu'elles ne savent pas les traiter. Non, elles les mettent dans des résidences, et puis après, chacun fait ce qu'il peut. Et donc, c'est-à-dire que si nous nous laissons prendre, nous allons nous abandonner aussi petit à petit. Donc, il faut nous prendre en main. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous laisser embarquer par le mouvement de masse, par le mouvement des moyens de communication, par la lecture tendancieuse de ce qui est de ce qui est préparé, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est tout à fait pervers, tout ce qui est préparé, et sinon que nous devons commencer à établir pour nous une idéologie plus saine et productive comme l'est la psychanalyse. C'est pour ça que la psychanalyse est quelque chose de très intéressant, dans le sens où ça va être un pilier pour notre vie. Un pilier qui va nous montrer et nous aider à nous transformer pour mieux vivre avec nous-mêmes et mieux vivre avec les autres. Et accepter, alors ce n'est pas une acceptation, oui j'accepte celui qui va être, comment on appelle ça, celui qui accepte parce qu'il pense qu'il ne peut rien faire, sinon d'accepter certaines choses et de se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas acceptées, qu'on doit continuer. La substitution, la possibilité de se transformer, c'est quelque chose qui a lieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, c'est rentrer en âge, grandir, c'est continuer à apprendre, continuer à se transformer et voir des choses que aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité de voir. Je veux dire que nous allons devoir continuer, chaque pays a un place dans la société. On peut mourir tous les jours, même jeune, oui. Pour certains qui arrivent sur le marché du travail, leur objectif ou ambition est d'être à la retraite à 60 ans. C'est d'une tristesse. C'est pour ça qu'il faut montrer l'exemple, Olivier. D'accord? Parce que nous, on ne peut pas les changer eux, mais on peut se changer soi. Et donc, nous devons montrer que c'est possible. Nous devons montrer qu'il y a des êtres humains qui ne pensent pas à la retraite, qui ne pensent pas constamment aux vacances ni aux jours de congé, sinon qui pensent à la possibilité de continuer, parce que le travail, non seulement c'est produire quelque chose pour quelqu'un, sinon qu'en général, je vais devoir le faire avec d'autres personnes.
C'est pour ça que quand on parle des relations sociales, il ne s'agit pas d'aller dîner chez les amis, chez les uns, chez les autres, ou de faire des activités physiques, sinon d'essayer de pacter avec les autres pour faire quelque chose. Pacter pour produire quelque chose. D'ailleurs, les gens qui arrivent à faire ça, non, sont des gens qui ne pensent pas tant à l'âge. Ils ne s'occupent pas vraiment de leur âge ni de leur ride. C'est souvent l'autre qui n'accepte pas les vieux désirants. Bon, alors ça dépend, l'autre de qui vous parlez, Céline, de qui vous parlez. Les vieux désirants, en général, ce sont des gens qui sont... ce sont des gens qui sont intéressants, on va s'intéresser, on doit continuer à apprendre. Après, ce qu'on n'aime pas, c'est parce que nous, on n'a pas travaillé notre propre relation avec notre mortalité. Donc un jeune a des difficultés, par exemple, avec un vieux, parce qu'il se voit dans le futur, il dit « Ouh, c'est ce qui m'attend, j'aime pas ». Non, parce que ce qu'il voit, c'est la mort. Donc, mais ça, il va falloir que lui, il fasse son propre travail pour apprendre à se rendre compte que on meurt à la fin, on ne meurt qu'une fois et on meurt à la fin. Hein. Donc, de toute façon, la mort est incarnée dans notre corps, on meurt tous les jours à travers les cellules qui meurent d'une façon permanente. Oui, mais ça c'est Sofiane, c'est quelque chose de biologique, non? Donc, on va voir. Donc, on disait que si nous voulons essayer, je vais mourir, mais pas tout de suite. Exactement, Michel, exactement. Et donc, nous devons travailler pour éviter cette cruauté dans laquelle nous allons tomber comme des poissons dans un filet. La psychanalyse, c'est la théorie et la pratique, mais le DSM traite que les troubles. Donc, tandis que la psychanalyse, elle s'occupe de mobiliser l'appareil psychique pour que le sujet n'ait plus tendance à retomber dans ce type de symptômes, parce que c'est vrai qu'il y a des thérapies qui éliminent certains symptômes, mais du coup le sujet, il va retomber, il va fabriquer un autre symptôme, puisqu'en fait le problème qu'il a, c'est avec son désir inconscient. Donc comment peut-on renouveler psychiquement un désir? Samy, le désir ne se renouvelle pas, le désir est constant jusqu'à la mort, le désir est constant, mais si on s'en occupe pas, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il suit cette cruauté des États, cette cruauté des sociétés, cette cruauté des familles, parce que les familles, elles n'aiment pas non plus les vieux, non? Et en plus notre propre cruauté vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas parce qu'ils commencent à vieillir. D'accord? Et donc quand ils commencent à voir qu'ils n'aiment plus, et ils s'enferment avec eux-mêmes parce qu'on ne montre plus, on va pas montrer, je vais pas montrer mes jambes parce qu'elles sont pleines de rides. Alors comment que je vais pas montrer mes jambes? Comment que je vais alors être toute couverte pour que personne ne voit que je suis un être humain, que je suis un être humain. Alors il y a des gens qui veulent cacher, donc vous voyez, donc cacher que je suis un être humain, ça produit bien évidemment des symptômes. Non donc, on va voir que mourir, c'est mourir. Le désir, c'est ce qui nous maintient vivants. Oui, c'est ce qui nous maintient vivants, mais il faut s'en occuper. On ne peut pas lui tourner le dos. Enfin, il ne nous convient pas de lui tourner le dos. Non? Et donc, c'est-à-dire que mourir, c'est une chose. Ça arrivera à la fin. Mais nous devons nous préparer pour pouvoir faire cette dernière partie, non, cache ce vieux que je ne saurais voir. Non, pour faire cette dernière partie de notre vie qu'on devrait pouvoir faire le mieux possible. On a résisté jusqu'ici, il y a des vieux qui ont résisté jusqu'à 70 ans, vous savez tout ce qu'ils ont dû passer pour arriver à 70 ans. Donc alors, ça doit être le mieux possible, non? On va dire une vieillesse 4 étoiles, 5 étoiles, nous devons nous préparer. Une vieillesse 5 étoiles. C'est-à-dire que nous devons, donc on disait, de l'argent, beaucoup d'amour et du travail et continuer à travailler pour continuer à désirer et à être désiré. Hein? Donc, mais pour tout ça, il faut continuer, c'est-à-dire apprendre, non, vouloir les jours de congé, les vacances, la retraite, tout ça c'est pour tomber dans ce qu'on appelle le principe de plaisir et qui n'est pas dans la réalité. Le principe de plaisir n'est pas dans la réalité de l'être humain. Le risque de devenir dépendant avec la vieillesse me terrorise. Donc il faut commencer tout de suite une psychanalyse, Maclouf. Donc,
Et c'est-à-dire qu'avec les années, ce que l'on va devoir apprendre, c'est à changer. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses. C'est-à-dire que je vais devoir, est-ce que ça peut être reprendre des études? Par exemple, Myriam, reprendre des études, ça rajeunit. Ou est-ce une activité, non, ça rajeunit. Continuer à apprendre, de toute façon, c'est quelque chose qui rajeunit. C'est-à-dire que ce que je faisais à 30 ans, 40 ans, 50 ans, hein, mourir en désirant et en rêvant, encore ça serait bien. Non, mais c'est pas mourir en désirant. Quand je meurs, non, c'est que le désir n'est plus là. Non, ce que moi je fais référence au fait que continuer à avoir la possibilité d'être en relation avec les autres, à avoir ce développement de cet être humain jusqu'à la fin. Nous sommes une machine qui a plein de possibilités, et que jusqu'à la fin, nous avons encore, alors, dans certaines façons, nous allons devoir accepter les manières possibles, mais nous avons encore plein de possibilités. Donc, c'est pas dire qu'il faut changer cette condition, non? C'est une condition, changer, ça va être une condition sine qua non pour le sujet, pour pouvoir grandir avec l'âge, non? On peut vivre avec peu d'argent. Mais la vieillesse, c'est beaucoup plus difficile. Quand on a 40 ans, 50 ans, on peut vivre avec peu d'argent. Mais après, et bonjour ma chère Clément, j'espère que vous allez bien et merci pour votre noble travail. Donc, ce que j'ai disais, changer, c'est changer notre manière de penser. Et ça, ce n'est possible qu'avec la psychanalyse. Changer, c'est changer notre manière de penser. Notre véritable manière de penser. Non? Pas l'apparence. Non? Vivre, le plus important, c'est vivre, vivre jusqu'à en mourir, dit le poète. On ne meurt qu'une fois et toujours dans le futur. Donc, ce qui doit nous occuper, c'est de vivre intensément. Non? C'est le chemin à vivre pour avoir une vieillesse heureuse. Rester du côté de la vie jusqu'au bout, exactement, Elisabeth. Par expérience personnelle, reprendre des études permet d'une certaine manière de rajeunir. Donc, les études nous maintiennent dans un carcan universitaire. Bénissons Dieu d'en être sortis. Être vieux, c'est aussi, mais il y a d'autres manières d'étudier. Il n'y a pas que des études universitaires. Aujourd'hui, il y a tout type de formation, Laurence, s'il vous plaît, tout type de formation qui nous permet de continuer à apprendre. Et en plus, on devrait pouvoir apprendre avec, pas seulement apprendre pour apprendre, sinon apprendre avec une ambition. Alors, une ambition, ça veut dire quoi? Avec un travail. Pas dire simplement, voilà, j'ai été écouter le professeur. Sinon, de se proposer quelque chose d'autre et de pouvoir, à notre tour, transmettre. Parce que là, j'apprends, nous sommes dans la chaîne humaine, donc une fois que j'apprends, ben, j'ai quelque chose à donner à l'autre. Donc, je peux passer le relais. Hein, je passe le relais pour les générations futures. Donc, une autre chose qui est intéressante que nous dit le poète, ou plutôt ici c'est le psychanalyste, il dit quand il y a une catastrophe affective, non, il y a quelqu'un qui parlait de perdre les gens proches, donc quand il y a une catastrophe affective, pour une fois je vais vous donner un conseil, bon d'accord je vais me trouver psychanalysé mais il faut que je l'aime, donc quand il y a une catastrophe affective, nous dit le psychanalyste, la seule chose importante au départ, c'est de se maintenir à sa place, de ne pas flancher, de continuer, de demeurer à sa place. Non? C'est-à-dire qu'après chaque catastrophe, il est nécessaire de rétablir tous les circuits. Et si notre manière de faire n'est plus valable pour les prochains pas, il va falloir la transformer. Il faudra changer de manière de faire. Et c'est là encore une fois que la psychanalyse est un instrument d'une aide inestimable pour pouvoir transformer. Puisque, rappelons-le encore une fois, ce n'est pas la conscience qui détermine ma vie, ce ne n'est pas l'apparence que je vois qui détermine ma vie, ce sont les désirs inconscients qui déterminent notre vie, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mal, qu'il y ait des combinaisons heureuses ou qu'il y ait des combinaisons malheureuses, dans tous les cas, c'est notre désir qui fabrique notre vie, le désir inconscient. Et la psychanalyse est l'instrument théorique qui apporte la liberté pour vivre et qui montre clairement que substituer, ce n'est ni abandonner, ni trahir. Et que en plus, la psychanalyse nous montre dans tous les sens, elle ouvre de part en part pour tous, les portes de l'amour et de la création.
C'est-à-dire que si nous travaillons psychanalytiquement nos inhibitions, notre angoisse, notre peur d'aimer, notre peur de haïr, ben, notre vie pourrait être joyeuse. Et nous arriverions à un certain âge dans de meilleures conditions, plus heureux. Hein? Donc, on disait que à partir d'un certain âge, à partir de 70 ans, on ne meurt plus de maladies graves, sinon qu'on meurt principalement de solitude et d'ennui. Hein? Et donc, la société dans laquelle nous vivons, elle ne s'occupe pas trop de nous. Et donc, et une autre chose qui est importante, c'est que on pense, la société dans laquelle nous vivons pense qu'à 70 ans, 75 ans, la pulsion sexuelle est très affaiblie et donc on peut plus, elle ne sert plus à rien. Et donc, et ça n'a strictement peur de haïr. Oui, Michel, mais vous aussi d'ailleurs. Non, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec cet affaiblissement, cet soi-disant affaiblissement de la pulsion sexuelle n'a strictement rien à voir avec la situation du troisième âge. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils n'ont pas de désir fort, sinon qu'ils désirent des choses différentes de ce qu'ils désiraient, de ce que désirent les adultes ou de ce que désirent les jeunes. C'est-à-dire que le désir se transforme, il n'est plus le même. Non? Et Menassa arrive, il dit même que le troisième âge, ce qui véritablement s'affaiblit au troisième âge, c'est la jalousie et l'envie. L'envie de l'envieux. Pas l'envie d'avoir envie. L'envie de l'envieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'affaiblit. Donc vous voyez qu'on rentre dans un autre monde. Parce que les envieux et les jaloux, non, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, et pour finir, enfin je dis pour finir, et peut-être que j'ai pas encore fini, on va voir que il faudrait pouvoir prendre en compte que les êtres humains à un certain âge, il faut ne plus les embêter. Il faut leur laisser faire la dernière partie du chemin en paix et en tranquillité. Et en fait, nous devrions, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, travailler dans cet objectif. Pour que tous ceux qui ont travaillé pour nous, pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui ce sont des personnes âgées qui sont à l'abandon, on abandonne, alors en plus ça donne pas très envie aux jeunes de vivre, de fabriquer une vie quand on voit que la chaîne humaine, elle se brise quelque part. Je pense qu'il faut se détacher du besoin de regard de l'autre et de la société, en tout cas de la société actuelle qui est en train de mourir. J'ai souvenir d'un vieux qui faisait des bombes à eau avec des préservatifs et les lançait de sa chambre, de sa résidence. Oui, mais ça c'est un enfant, non? Ça c'est un jeu que fait les enfants. Non, on pense à un adulte, pas à un vieux qui reprend des plaisirs de l'enfance, non? Ça c'est une certaine... non? Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le troisième âge pour se psychanalyser, que le plus tôt possible sera le mieux, que dès que je commence ma psychanalyse, ma vie commence à s'agrandir, et que le troisième âge sera donc, à partir de là, beaucoup plus riche, et je pourrai vivre dans de meilleures conditions. Non? Et après, quelques idées pour ceux qui peuvent être intéressés, on va dire pour toutes les démences, non? Bonsoir Claudette. Donc pour toutes les démences, il faudrait recommander la lecture de poésie. Et quand le sujet ne peut plus lire, on devrait lui lire de la poésie. Non? Et que, avant d'en arriver à ne plus pouvoir lire soi-même, il y a besoin, comme je crois que c'est Céline qui faisait référence à ça, ou je ne suis pas sûre, et qui a une participation active dans toutes les branches artistiques. La peinture, la musique, la danse, tous. Existe-t-il un pays, région du monde, une culture où les personnes dites âgées sont plus respectées, reconnues? J'ai l'impression qu'en Asie, non, Olivier? En Chine, je crois qu'ils doivent être un peu plus considérés. En Asie, du côté de l'Asie, ce sont des personnes qui ont un peu plus de respect pour aujourd'hui, j'ai vu une information, alors peut-être ça va pas beaucoup plaire à certains, mais où ils montraient que en Russie, ils remercient, ils se rendent compte, ils font référence, ils disent comme moi j'ai reçu tout ça, je dois travailler pour les générations à venir. Ce sont des discours qui n'existent pas dans la société européenne.
hein, que nous sommes là, que nous sommes là grâce à tous ceux qui ont travaillé avant. Donc c'est à nous de participer, de continuer pour avoir quelque chose à donner. Donc nous devons nous former pour avoir quelque chose à donner. Et donc la poésie, c'est quelque chose, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit ou pourquoi la poésie. Donc la poésie, c'est d'abord pour la prévention, non? Et c'est pour la prévention dans tous les cas, et toutes les activités artistiques en général devraient être une recommandation médicale, c'est-à-dire que les médecins eux-mêmes devraient pouvoir recommander ça pour que justement les patients n'arrivent pas dans des situations aussi végétatives, non, dans lesquelles on les laisse, on les abandonne et on les laisse tomber. C'est-à-dire que même ceux qui semblent ne plus écouter, quand on leur lit de la poésie, ben, leurs yeux commencent à briller et ils commencent à sourire. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations surprenantes. Et si on prenait ça comme traitement, non, pour ce troisième âge un petit peu qui est dans une situation un petit peu difficile, euh, ben, et ce serait quelque chose qui pourrait présenter des choses, des améliorations tout à fait surprenantes. Donc, il faut continuer à travailler pour son désir. Mais pour pouvoir continuer à travailler pour son désir, ben, il faut connaître son désir. Il faut connaître. Donc, comme je disais, on ne peut pas lui tourner le dos. Et donc, ben, il va falloir faire face à la situation, non? Faire face à la situation. Donc, se psychanalyser. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, je suis à votre disposition. Vous savez où me joindre. Donc, ils ont leur bagage de vie à transmettre aux générations futures. Exactement. Leur bagage de vie. Donc, mais leur bagage de vie est qu'il faut qu'ils continuent. Non? Parce qu'ils vont pas transmettre... non? Ok, merci à vous, Martine. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas ce n'est pas mon bagage passé. Sinon, c'est parce que je suis encore en activité. C'est parce que je fais encore des choses au Japon, non? Voir film La Balade, donc au Japon, où il y a une certaine, aussi en Asie, ils ont plus de reconnaissance, non? Pour cette chaîne humaine, hein? Tandis que nous, en Europe, nous sommes vraiment une société décadente. Nous sommes dans des sociétés décadentes où ils ont brisé toutes les valeurs. Je veux dire qu'aujourd'hui, trouver une valeur autre que à quel âge, le troisième âge, bah, ça dépend. Ça dépend, non? Ici, on parlait de 65 ans, mais bon, ça dépend. On peut passer sa vie sans connaître son désir, ce n'est pas donné à tous. Donc, si c'est donné à tous, on peut toujours apprendre. Malgré leur passé ensemble, je me sens beaucoup plus jeune. D'accord, très bien, Olivier. Allez, Salma, merci à vous. Donc, bonne continuation, bonne soirée. Donc, vous savez, nous avons rendez-vous mardi prochain, ici même. Donc, avec un nouveau sujet, très certainement bien différent. Par Zoom, la psychanalyse, bien sûr, Michel, par Zoom. Par Zoom, par WhatsApp. Il y a beaucoup de moyens. Donc, au revoir. Merci à vous, Isabelle. Donc, Jonathan, bonsoir. Merci. Donc, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo donc sur vos réseaux sociaux pour que nous soyons plus nombreux à avoir accès à cet instrument et à nous intéresser à nous-mêmes, à arrêter de nous abandonner. Mariam et Célia, merci, allez, bonne soirée, merci à tous, bonne continuation. Donc, Michel, Faustia, Olivier, bonsoir, à mardi, Nadia, Hakim. Alors, à mardi, Michel, très bonne soirée avec vous là. Hein. Et Néléa, bonsoir. Samy, merci. Merci à vous, Elisabeth, bonsoir. Jamal, merci. Donc, au revoir, Sylvie. Bonne semaine. Annie, Saïda, merci. Karim, fait zoom au souvenir infantile. Pas du tout. Fabienne, merci à vous. Bibi, merci. Andrea, je vous adore. Moi aussi. Marie-Eugénie, bonsoir. Maya, bonsoir. Kamal, Dalal, allez, merci, bonne continuation. Donc, c'est merci à vous, Laurence, Samy, c'est donc une vidéo qui est faite pour la diffusion de la psychanalyse. C'est une initiative de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Bonne semaine et à mardi prochain, on se retrouve. Allez, au revoir. Ciao, ciao.